Bonjour, bon mercredi à tous, madame, messieurs. Nous sommes là encore pour la revue des grandes unes avec nos invités déjà sur ce plateau. Mais la nouvelle expression parle de 1982-2019. C'est une période, donc, avec les ministres de Biya. Ils sont connus, les visages notamment présentés par la nouvelle expression ce matin, au moment où les bruits de la formation d'un nouveau gouvernement circulent de plus en plus dans les coulisses. La nouvelle expression revient sur les différentes équipes que l'homme du 6 novembre 1982 a utilisées en 38 ans de pouvoir, des centaines d'hommes et de femmes, sans jamais de véritable révolution. Ça a découvert dans le dossier proposé par le tabloïd de la page 6 à la page 11. On parle de l'Ouest également avec les funérailles suspendues. C'est d'ailleurs la mesure que le gouverneur de la région vient de prendre pour discipliner les populations et barrer la voie au coronavirus. Et on s'intéresse également aux obsèques de Montcalm, Pascal. Et la mesure du gouverneur, une question, le président de la République a signé un texte fixant ses obsèques officielles, alors que le gouverneur de l'Ouest Cameroun a donc restreint les mouvements des populations. C'est en page 2 de ce numéro. Le journal est donc disponible en kiosque ce matin. L'Œil du Sahel, pour sa part, parle de souvenirs. Le 6 avril, vu par les généraux Asso et Semengue, dans le dossier de la page 4 à la page 9. Ce matin également, on parle aussi de Concha, cette localité du Septentrion. Des hommes armés menacent de déstabiliser le Cameroun. C'est ce qu'on lit en page 3 du journal. Le journal parle également de Mozogo, avec le préfet qui veut redynamiser les comités de vigilance. Il faut beaucoup de moyens également pour le faire. Et on parle de coopération avec Yaoundé et Abuja, unis donc contre Boko Haram, en page 3 du journal et du Sahel ce matin. Le journal Le Messager, pour sa part, parle d'audit des fonds Covid-19. Où sont passés les résultats du contrôle supérieur de l'État? C'est une question. Mais le journal fait savoir que la présentation du rapport de cet audit est donc la condition pour que le Cameroun obtienne une nouvelle facilité de crédit du Fonds monétaire international dans le cadre de la lutte contre la pandémie. C'est en page 3. On s'intéresse également à la crise énergétique avec des ténèbres donc à la lumière, en page 4 du journal. Et aussi, on parle de transport aérien. Cameco, 10 ans de turbulence. C'est ce que nous apprend le journal en page 5. Une décennie après le lancement, la compagnie aérienne nationale doit sa survie aux multiples perfusions financières de l'État. C'est ce que le journal nous apprend également ce matin. Le journal Forum Libre et un kiosque parle de perturbations persistantes de l'énergie électrique au Cameroun. Ce qui va être fait pour la fin des délestages. C'est le dossier que je vous invite à lire de la page 6 à la page 7. Le même journal s'intéresse également à la sécurité sociale avec la hausse des allocations familiales qui coûtera désormais 8 milliards de francs CFA par an à la CNPS. C'est ce qu'on lit en page 3 et on s'intéresse aussi à la contrebande. Le sous-préfet de Douala Premier va en guerre contre le carburant frelaté. Christophe Faufier vient donc de saisir plus de 2000 litres de carburant frelaté au lieu dit 3 morts au quartier Bessengue. C'est ici à Douala. Et donc on parle de tout ça dans le journal Forum Libre ce matin qui est disponible en kiosque aussi. Le journal s'intéresse également à d'autres sujets. Je vous invite à parcourir d'ailleurs le numéro. Se faites un tour en kiosque. Tout comme le journal Mutation de ce matin qui parle de filière avicole à la brésilienne. C'est le titre proposé par le journal pour parler justement des difficultés que rencontrent les consommateurs et surtout le Cameroun qui va désormais importer des poussins et notamment des œufs à couvert du Brésil pour relancer le secteur et donc pallier donc la pénurie du poulet en cours au Cameroun. C'est en page 9 du journal ce matin. Le journal parle du Conseil national de la jeunesse. Également dans le numéro de ce matin, je vous invite à lire tout cela. Si vous faites un tour en kiosque aussi, tout comme Émergence, que vous retrouverez en kiosque, qui parle de crise anglophone CDC, 520 hectares de bananeraies donc à réhabiliter en 2021. C'est un dossier à lire dans le numéro de ce matin. Le journal s'intéresse également à la diplomatie. Le nouveau haut-commissaire de Grande-Bretagne au Cameroun est donc déjà à Yaoundé, c'est-à-dire dans le journal également en kiosque aussi. Le quotidien Le Jour parle d'alerte avec le poulet congelé et qui est donc de retour. Sous le prétexte non déclaré d'une pénurie induite donc par la crise sanitaire liée au coronavirus, le gouvernement camerounais vient de légaliser donc l'entrée des produits et sous-produits aviaires importés donc du Brésil. Là on parle de la filière avicole qui avait donc repris du poil de la bête et donc se sent aujourd'hui à nouveau menacé et donc on peut découvrir tout cela dans le dossier proposé par le quotidien Le Jour de ce matin. On parle de pandémie également dans le numéro avec le Covid-19 qui sème la panique à la prison de Konengi à Yaoundé. C'est également en page 6 du journal Le Jour.
Cameroun Tribune, pour sa part, parle de vaccination contre le coronavirus. Donc, on est donc d'accord, c'est ce que le journal propose. Après la rencontre donc du Premier ministre et le président de l'Ordre des médecins du Cameroun et le président de l'Ordre des pharmaciens, tous sont donc tombés d'accord sur ce qui doit être fait. On parle de vaccination et bien entendu, plusieurs vaccins sont présentés à la face du Cameroun. Donc, c'est à lire dans le journal ce matin. Et là, on parle de Repère qui est en kiosque, qui parle de management avec les 1000 mots de Manaouda Malachi. C'est le dossier proposé par le journal et d'autres faits également. On parle du fonds du Covid-19 amplifie notamment la cacophonie gouvernementale. C'est le journal qui le propose également ce matin. Éco-santé de ce jour parle de lutte contre la poliomyélite. Plus de 6 millions d'enfants de 0 à 5 ans à vacciner. Donc dans quelques jours, c'est l'opération qui sera menée également au Cameroun. Et aussi, on peut découvrir qu'il y a également quelques cas qui ont été révélés ou découverts dans notre pays, raison pour laquelle il faut revenir également sur ce vaccin, et notamment chez les enfants. On parle d'Alim Ayatou, repos éternel, c'est le journal qui propose également le sujet ce matin. C'est à lire dans Éco-santé de ce jour. Le Popoli qui est en kiosque par l'opération Hypervier. Manachi Manaouda, dans l'œil du cyclone, c'est le journal qui le dit, à la suite de cet audit qui a été donc enclenché, qui permet donc de savoir comment est-ce que l'argent du Covid a été géré. C'est une question également qui aura des réponses, qui a des réponses dans le numéro en kiosque ce matin. Le Popoli, le journal satirique de ce matin. Le soir hebdomadaire parle de coup de poignard par Saint-Éloi Bidon, avec la mort subite donc du grand dialogue national. Et là, on le développe également, et le jeu également mené par Monseigneur Cardinal Christian Toumi, qui est donc décédé. Comment est-ce que l'opération va être menée? Va se poursuivre également les décisions qui ont été prises aussi. C'est à lire dans le numéro de ce matin. Le journal parle également de Sa Majesté Alim Ayatou, le dernier hommage de la République à ces derniers également dans le journal ce matin aussi. On peut découvrir tout cela. Le quotidien de l'économie qui en kiosque parle d'agriculture. Plus de 150 GIC et coopératives réclament donc des impayés à l'État. C'est à découvrir dans le dossier également ce matin. Voilà ce que la presse nous propose et nos invités sont déjà sur ce plateau. Idriss Lissom, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à tous les téléspectateurs de la revue des Grandes Unes. Merci d'être là. Bonjour Prince Tarissi Ngekam. Bonjour Flavien, bonjour à Idriss Lissom, bonjour aux très nombreuses téléspectateurs et téléspectatrices de la revue des Grandes Unes. Très bien. Et merci d'être là. Aussi, c'est mercredi comme tous les mercredis d'ailleurs. Oui. Vous avez un message? Non, je voudrais... Un coup de gueule Pas forcément, c'est-à-dire une information qui est capitale sur la hausse des allocations familiales. Vous savez que le chef de l'État avait signé, il y a plus de 6 mois, un décret augmentant de 20% les allocations familiales. Et donc, depuis ce temps-là, beaucoup de retraités attendent qu'il y ait une augmentation sur leurs droits habituels. Rien n'était. Et donc, de l'autre côté le problème se trouve à quel niveau de l'accès. Le problème, exactement, vous posez la bonne question, c'est que le texte d'application n'a pas été signé. Et donc, par conséquent, la CNPS donc, ne peut pas payer les sommes attendues. D'accord, la CNPS attend des moyens pour non, la CNPS attend le décret d'application pour satisfaire. Et ça va coûter à la CNPS pratiquement près de 8 milliards de francs CFA par an. Donc la CNPS dit disposer ce montant-là, ce n'est pas un problème, mais que le texte d'application soit signé afin que le processus il y aura une compensation de toute façon. Et donc les retraités attendent ça parce qu'ils se posaient 1001 questions. Ils ont vu le décret, ils n'ont pas vu l'augmentation dans leur compte ou alors dans leur Orange Money. Merci. D'accord. On va davantage évoquer le sujet puisque la presse en parle ce matin. Mais la nouvelle expression revient sur des visages bien connus de la République. Idriss Lissom, voyez-vous, de 1982 à 2019, le journal fait quand même un rappel de ceux qui ont occupé des postes importants, notamment le Premier ministère au Cameroun. Oui, ils sont une dizaine, Flavien. Et on constate tout simplement, ce qui est intéressant, ce n'est pas la liste de tous ces ministres, de tous ces gouvernements. C'est-à-dire que la nouvelle expression a pris la peine de nous rappeler de 82 à ce jour. Mais ce qui est important, c'est un peu l'analyse qui est dite là, qu'en fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est-à-dire que c'est vrai, à certains moments, lorsque le chef de l'État a nommé certains, a remanié ou bien a mis sur pied un gouvernement, a réaménagé ou remanié un gouvernement, il a souvent organisé une réunion au palais, un conseil de ministres. Et rarement, c'est vrai, on peut les compter, pour fixer le cap. Mais on n'a jamais vu
su si dans les cahiers de charges, tel ministre, on l'a enlevé parce qu'il n'a pas atteint les objectifs, ou si tel ministre est resté parce qu'il fait bien son travail. Mais vous savez très bien, Flavien, que très souvent, c'est le ministre qu'on attend le plus, lorsque l'opinion publique attend qu'il puisse sortir du gouvernement, qui est même très souvent upgradé, c'est-à-dire qui est très souvent maintenu avec même il peut passer le ministre, c'est un ministre d'État. Vous savez, d'autres même passent même à vice-premier ministre, vous savez. Donc, en fait, pour vous dire que de 82 à 2019, nous avons appris que, comme les militants du RDPCM le disent, que ici, il s'agit de nominations discrétionnaires, qui ne sont totalement pas liées à l'efficacité, qui ne sont pas liées au fait que ces ministres-là contribuent à ce que leur portefeuille soit bien managé. Ça, puisque s'il fallait les noter, je suis sûr que ce gouvernement, on devrait mettre près de 80% de ces ministres au repos. Voilà, donc c'est la même analyse que vous faites? Oui, la nouvelle expression prend un angle sur la compétence, c'est-à-dire qu'au-delà de l'impact que ces différents réaménagements ou remaniements ministériels ont pu apporter. La réponse du journal, c'est que pas grand-chose, que le président a fait plusieurs castings et par conséquent, il n'y a pas de résultats visibles d'après la nouvelle expression. Mais ce qu'il faut aussi remarquer, c'est qu'il y a un certain nombre de têtes qui reviennent, qui sont là depuis plus de 30 ans. Vous avez des gens comme Zachary Perevet, vous avez des gens qui ont déjà passé pratiquement plus de 20 ans comme membres du gouvernement, notamment le ministre Nganou Djoumessi. Vous avez, au moins, ils sont nombreux. Bello Bouba Maïeri, qui est là depuis 82, avant 82, Premier ministre en 82, lorsque le président Idoua est parti, qui est encore en poste aujourd'hui, qui est ministre d'État, qui n'est plus Premier ministre, mais qui est ministre d'État. Donc, vous avez un certain nombre de ministres qui sont toujours dans l'appareil, qui sont toujours dans le casting, qui sont toujours retenus dans le casting du président Biya, sans qu'on ne puisse pas avoir une sorte de valeur ajoutée au finish, sur leur mission ou alors au sein de leur département ministériel. Vous avez Madeleine Tuente qui a déjà fait pratiquement plus de 20 ans. Donc, ils sont un certain nombre de ministres qui ont passé plus de temps. Mais quel impact? Est-ce qu'on a l'habitude de dire que le chef de l'État choisit des gens en fonction de leur donnant un certain nombre de missions? Il y a eu quelques rares conseils ministériels où le chef d'État a frappé du poing sur la table en disant qu'est-ce que vous-même, ces ministres, vous avez apporté pour que le changement puisse se faire sentir au sein de notre pays. Donc, c'est une sorte d'interpellation. Il suffit pas simplement de nommer, il suffit de choisir aussi les hommes, les bons. Donc les travailleurs. Les travailleurs. Oui. Et qu'on puisse au finish, c'est-à-dire on devrait en principe après un remaniement ministériel faire une sorte d'audit, c'est-à-dire une sorte d'audit en disant qu'est-ce que celui-ci a apporté, quels sont les ministres ou le département ministériel qui n'ont pas atteint les objectifs afin de muter. Donc au Cameroun, c'est devenu pratiquement un serpent de mer. C'est devenu un serpent de mer. Et Idriss l'a dit, on renvoie tout à la discrétion du chef de l'État. Et seul lui sait pourquoi il nomme qui, et pourquoi, et pour quel résultat. Vous pouvez penser, l'opinion peut penser que le ministre en question, en fonction des objectifs ou de ses attributions, a mal travaillé, mais le président le maintient au gouvernement 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans et même 20 ans. Lui seul on dirait également qu'il y a la raison pour laquelle, aussi. Et c'est la raison pour laquelle il est le seul responsable à la fin du désastre que nous vivons aujourd'hui au Cameroun. Alors, donc, les ministres des Biya, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, Flavien, juste ajouter deux petites choses. Premièrement, il faut relever que les ministres de Biya depuis 82 ne peuvent être la chute du prince Alassane Guikam Éclair, ne répondent pas d'eux, parce que tous sont toujours en train de vous dire sous haute instruction du chef de l'État. Et je vous rappelle que ces ministres, quand ils rentrent même dans leur village électoral, entre guillemets... Il y a quand même quelques-uns qui initient des actions et ils rendent compte, simplement. J'arrive. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux choses. Quand ils rentrent dans leur village électoral, ils vous rappellent que ce n'est pas vous qui les avez nommés, il y a quelqu'un qui les a nommés. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas à vous rendre compte. Je vous le dis, il le dit, c'est-à-dire que vous dites, puisque c'est le chef de l'État qui va nommer, ou bien le réseau par lequel ils sont passés pour arriver là, c'est à ce réseau qu'ils rendent compte. C'est à ce réseau qu'ils rendent compte. Et ça, c'est pour cela que nous aurons toujours des problèmes, Flavien. Alors, maintenant, ceux qui viennent, Flavien, qui veulent s'émanciper, qui veulent poser les actes, jouer leur rôle de ministre, comme cela se doit, je vous rappelle que sont la bête à abattre. Vous allez voir
un enchaînement des audits, des trucs, des campagnes, médias, presse, pour pouvoir monter. Nous le voyons, ce n'est pas nouveau. Donc, en fait, de 82 à 2019, un ministre doit se taire. C'est-à-dire qu'un ministre qui ose et qui veut véritablement prendre les choses en main, on va le casser par tous les moyens. Parce que peut-être on va faire des rapports à celui qui le nomme, que ce ministre a trop de zèle parce qu'il veut prendre votre place. Ce ministre, vraiment, a déjà trop populaire parce qu'il veut prendre votre place. Ce ministre, mais c'est incroyable. Alors qu'ailleurs, je finis par là, quand un ministre doit être nommé, c'est connu. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la santé, il y a un ministre dans d'autres pays qui sont les pays de référence. Quand le ministre de la Santé, celui qui veut partir, on voit déjà qui va être le ministre de la Santé dans le sérail de ceux qui gouvernent. Parce que c'est connu, parce qu'on connaît les faits d'armes. Parce que on n'a pas quelqu'un qui va venir, par exemple, là pour pouvoir dire que c'est une nomination politique. Il est là et c'est les technocrates qu'on fait travail. Non! On nomme quelqu'un qui a les connaissances de ce secteur et qui apporte sa plus-value et qui va laisser son impact. Quand il partira, on dira Ngekam était là et c'est la loi, on regarde la loi Ngekam, la loi ceci. Mais combien de ministres Flavien Génaud ont des lois? Les lois, vous voyez, tout vient de la primature, de la présidence. Un ministre ne peut pas s'arroger, s'approprier une loi alors qu'il devait le faire. C'est-à-dire que tu es ministre des Transports, tu es ministre de l'Éducation, on devait dire la loi, le ministre tel qui prend un problème d'éducation et qui assume cela. Et c'est de ça qu'il est question. Personne n'assume. On n'a pas de... Puisqu'ils tous disent, lorsqu'ils veulent mener une action, disent que sous très haute instruction, comme quoi au Cameroun, c'est le chef de l'État qui doit vous demander d'aller faire votre travail. Aujourd'hui, si nous n'avons pas d'eau, le ministre de l'eau doit... Est-ce que le ministre de l'eau doit forcément attendre que le président de la République puisse lui dire il faut aller voir pourquoi il n'y a pas de l'eau à Douala? Est-ce que si le fait, il va être frappé sur les doigts? Non, il peut résoudre un problème sans attendre longtemps. Ces ministres, excusez-moi, ces ministres, nos ministres ont l'habitude de s'infantiliser eux-mêmes. Vous savez, c'est un peu de grottisme. On vit dans un environnement qui est un tout petit peu compliqué, qui est pratiquement même risqué. Et par conséquent, pour plaire, il faut renvoyer tout au niveau de la présidente de la République pour dire j'y vais parce que le chef d'État m'a instruit d'y aller. Donc c'est dommage, mais c'est comme ça dans les habitudes au Cameroun. Alors le journal La Nouvelle Expression fait un rappel de mémoire ce matin avec les ministres des BIA de 1982 à 2019. Vous aurez à lire le dossier et quelques réactions également dans le numéro en kiosque. Il y a le Messager qui parle d'audit des fonds Covid-19. Où sont passés les résultats du contrôle supérieur de l'État? C'est à vous que je pose la question. Flavien Vallon-Dongo, je pense que ça ne fait pas 2 mois qu'on a annoncé les audits. Moi, je pense que c'est trop tôt. Pour ceux qui connaissent un tout petit peu les mécanismes de contrôle ou d'audit menés par le contrôle supérieur de l'État, le chronogramme ou alors la pédagogie, c'est quoi? Le procès, c'est quoi? C'est que les contrôleurs ou alors les inspecteurs du contrôle supérieur de l'État viennent vous voir, vous adressent les demandes d'information sur tel point. C'est-à-dire qu'ils peuvent être au courant de ce que... même par des lettres anonymes, ou alors globalement sur un fait donné, ils vous adressent des lettres d'information sur chaque point. Et donc vous prenez le temps de répondre à ces lettres d'information. Au finish, s'ils ont des compléments de questions à vous adresser, ils vous l'adressent. Après, ils se retirent, ils font une sorte de conclusion. Après une sorte de conclusion, ils renvoient au conseil du contrôle budgétaire. Et après cette étape-là, la mouture, ou alors le rapport est envoyé au niveau du secrétariat général de la présidente de la République qui met le OK. Il faut noter que le véritable ministre du contrôle supérieur de l'État, c'est le président de la République. Donc, c'est la raison pour laquelle tout ce qui est fait au niveau de ce ministère délégué est renvoyé au niveau de la présidente de la République qui met le OK avant la publication de ce rapport-là. Donc, je pense que c'est un peu très tôt. C'est un peu très tôt de réclamer maintenant le rapport d'audit de la gestion du Covid. Mais ici, le Messager le dit parce que nous avons une conditionnalité imposée par le FMI. C'est-à-dire que pour déployer les autres fonds, de nouveaux fonds pour nous aider, pour aider le Cameroun, il faut ces résultats. Le FMI a envie de savoir comment a été géré donc, tout le rapport est attendu. Les premiers fonds. Donc, il faille, je pense que la publication du Messager ici vient tout petit peu bousculer les contrôleurs ou les inspecteurs d'État du ministère du contrôle supérieur de l'État, qu'il faille faire vite, parce que le Covid n'attend pas.
Alors, les gens continuent de mourir, le Cameroun a besoin d'argent, donc il faut vite faire ce rapport afin de voir si nous pouvons encore être, ou alors nous pouvons bénéficier encore d'autres aides du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale. D'accord. Alors, le messager ici s'appuie sur cette lettre qui vient de la présidence de la République, qui rappelle quand même au contrôle supérieur où est-ce qu'on en est avec l'audit qui a été enclenché. Oui, Flavien, moi je pense qu'il y a une opération de communication qui a un objectif de brouiller, de créer un brouillard et de trouver, de mettre dans l'opinion publique une suspicion très avancée, sans que les résultats ne soient là. Vous avez bien suivi le plan de Senghekam qui vous explique le process. Vous pensez que la présidence de la République ou bien le secrétaire général de la présidence de la République ignore le process de comment ça se passe? Je ne pense pas. Mais en fait, il y a une campagne depuis 2 mois, vous l'avez si bien dit, qui est faite autour de cette action, alors que l'action n'est pas terminée. Et maintenant, on nous met un paravent, on nous met un prétexte, on nous met comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête qui dit que le Fonds monétaire, puisque le fonds vient justement du Fonds monétaire international. Alors, c'est qu'il faut qu'on sache, et tout le monde attend justement ces résultats, parce que Flavien, dans le cas de ces 180 milliards, l'argent n'a pas seulement été géré par le ministère de la Santé. L'argent a été géré dans plusieurs ministères. Il y a même des ministères qui ont soutenu, si on prend par exemple le ministère des petites et moyennes entreprises, qui ont soutenu dans toutes les régions les petites PME, parce qu'on était en période de confinement. On a retenu ces gens, Flavien. Jusqu'à aujourd'hui, on n'attend aucun franc n'est viré dans les comptes. Parce que tout le monde est focalisé dans les fonds de 180 milliards comme c'était le ministère de la Santé. Non, il y a plein de ministères. Il y a le ministère du Tourisme, où on a soutenu, puisqu'il y a les hôtels, les trucs qui étaient... soutenu ces gens pour faire... On a fait les États. On a appelé les structures pour dire que oui, envoyez vos comptes, vos trucs bancaires, vos références bancaires. Aucun franc. C'est-à-dire que c'est parce que tout le monde est focalisé là que l'audit, non, c'est le ministère de la Santé. Non, c'est vrai, il y a le ministère de la Santé, mais il y a tous les autres ministères. C'est pour ça qu'on veut qu'on sache exactement où sont partis ces 180 milliards. Je vous assure qu'il y a des gens qui ont donné tous les références bancaires. Chaque jour, ils scrutent leur compte. Rien ne tombe. Et on dit, non, attendez, vraiment, ces trucs, c'est le ministère des Finances, il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas... Mais c'est incroyable dans ce pays. Et entre-temps, on crée une fixation sur le ministère de la Santé. Je ne dis pas qu'il n'a rien fait tout ça, mais on crée une fixation pour brouiller tout le reste. Et non, il faut qu'on arrête cette gouvernance de l'embuscade. Il faut qu'on arrête cette gouvernance qui brouille les pistes et toujours pour nous retarder sur la périphérie et laisser l'essentiel. Donc moi je dis, nous attendons ces résultats, mais je suis persuadé que le Fonds monétaire international n'est que mis comme une épée de Damoclès, comme un prétexte, mais que les résultats là soient faits dans les règles de l'art et qu'ils nous disent où sont partis ces fonds dans tous les ministères. Je pense que j'ai suivi le ministre de la Santé qui s'est dit serein quant à la gestion de ces fonds-là. Mais il faut noter, il faut le rappeler, c'est qu'il y a eu beaucoup de suspicions dans la gestion. Alors, il s'est dit serein certainement, peut-être parce que ce n'est pas de son ministère que viendra le problème, peut-être ailleurs aussi. Oui, peut-être qu'il est serein, mais pour information, pour le journaliste que je suis, nous avons appris qu'un certain nombre de marchés là-bas ont été passés un tout petit peu à l'emporte-pièce. Donc, il va falloir... le contrôle supérieur de l'État est là pour auditer, pour savoir si les choses ont été faites dans les normes. Et vous souvenez-vous que je pense que c'était l'honorable Jean-Michel Nitieux qui avait soulevé le lièvre, pratiquement, et qui avait fait pratiquement tout un tollé, et publié aussi par la Nouvelle Expression, en spécifiant un certain nombre de pièces. C'est-à-dire qu'un certain nombre de pièces, il y a un certain nombre de marchés qui ont été passés, qui étaient sujets à caution, Et je pense que c'est de bon ton. En principe, dans les pays normaux, on ne devrait pas avoir peur d'un audit. L'audit, en principe, vient dénoter quelques manquements que vous avez fait peut-être. Vous n'avez pas respecté des procédures. Et après, on vous sort un certain nombre de recommandations pour que vous puissiez aussi vous améliorer. Mais lorsque vous avez détourné de l'argent, ce pan-là ne concerne plus les sanctions du ministère du Contrôle supérieur de l'État. On l'envoie directement votre dossier au ministère de la Justice et un juge d'instruction est commis pour instruire votre dossier. D'accord. Alors, le dossier, le sujet est contenu dans le messager de ce matin, parlant de l'audit des fonds Covid-19, où sont passés les résultats du contrôle supérieur de l'État. Ça reste une véritable question à lire dans le journal en page 3. Alors, mutation et le quotidien Le Jour nous rappelle que nous allons désormais manger le poulet qui vient du Brésil avec les titres de ce matin.
filière avicole à la brésilienne désormais. Et il y a le quotidien Le Jour qui parle d'alerte, le poulet congelé est donc de retour. Oui, en fait, il faut noter, je ne pense pas que cette information parle du poulet congelé. En fait, si on parle du poulet congelé, vous savez que dans la filière avicole, il y a plusieurs segments. Il y a le poulet sur pied, il y a le poulet congelé, et il y a les pondeuses. Donc, il faut dire qu'il semble qu'il y a une pénurie au Cameroun en ce qui concerne les pondeuses, et il faut ravitailler la filière en termes de souches, en termes de ces pondeuses-là qui doivent faire des poussins, qui doivent faire des œufs, parce que nous avons besoin des œufs et tous les autres. Vous voyez un peu, Flavien. Donc, c'est dans ce cadre-là que le Minipia, je crois bien, s'engage à aller vers le Brésil pour pouvoir ravitailler le marché, pour qu'on ait plus de pondeuses, pour avoir plus de poussins, pour avoir des poulets sur pied. En fait, parce que c'est une chaîne. C'est-à-dire que vous savez que la chaîne des valeurs donc en fait, c'est de ça qu'il est question. Bon, maintenant, est-ce que vous savez quand le jour mutation relève cela, c'est parce que nous sommes au Cameroun, parce que nous nous connaissons. C'est-à-dire qu'on peut partir d'un problème réel pour créer un autre problème. C'est-à-dire que pour faciliter, pour amener le poulet congelé. Parce que quand nous parlons du poulet congelé, ici, là, ce n'est pas le cas, mais on peut partir sur les pondeuses et finir par le poulet congelé. Et c'est là le danger. Parce qu'il ne faut pas qu'on parte d'un problème, au lieu de le résoudre, on crée un autre problème. Et ça, c'est très fréquent au Cameroun. Je crois que c'est une alerte que les journaux font pour que... Il faut en plus que le ministère, parce que nous sommes dans une situation où il y a trop de suspicions. Pourquoi le ministre de l'Élevage ne prend pas la parole pour clarifier clairement et dire ce qu'il en est en donnant les chiffres de manière transparente? On parle notamment des cris de ces acteurs du secteur. Oui, mais ce problème est simple. La demande est supérieure à l'offre. Le problème est simple. C'est comme dans nos affaires de sucre et des riz et autres importés. La demande est supérieure à l'offre. On n'y peut rien. Et la conséquence, c'est que si vous maintenez ça comme ça, les prix vont flamber. Et par conséquent, parce que lorsque les prix vont flamber, les consommateurs vont crier. Les consommateurs vont se mettre à crier que les prix ont grimpé sur le marché. Et donc, la conséquence, c'est ça. Le ministre n'a pas le choix. Il faut ouvrir le marché pour essayer de stabiliser les prix sur les marchés. C'est la même chose sur le tilapia. Vous avez le ministre du Commerce faire le tour dans les marchés pour se rassurer de ce que les prix d'un somme de poissons n'ont pas augmenté. Et l'un des gros importateurs, je ne vais pas le citer ici, a rassuré le ministère du Commerce de ce que il va mettre à disposition les produits pour que les consommateurs puissent mieux se servir. Donc, je pense mais entre-temps, on comprend à travers la presse qu'on va manger le poulet qui vient du Brésil. Oui, naturellement, on n'y peut rien. Je dis bien, on n'y peut rien. Est-ce que nous produisons assez? Ça, c'est ça la question. C'est ça la question. Il ne suffit pas de dire arrêtons les importations alors que nous n'avons pas de matière. C'est ça la question. Mais il faut soutenir la filière aussi. Exactement. Et c'est ça dont la réponse. C'est-à-dire que le gouvernement, avant d'interdire les importations, il faut investir dans la filière ici. Il faut investir dans la filière ici. Et il faut faire en sorte que nos producteurs ici, quels que soient les produits, parce que lorsqu'on les finance généralement, eux-mêmes ils exportent au lieu de vendre sur place. Alors, c'est un peu. Alors, la presse, ce matin, évoque donc le sujet. Vous allez davantage lire les difficultés que rencontrent les acteurs du secteur aussi, dans Mutation et notamment le jour de ce matin. Alors, il y a un autre sujet qui fait le tour de la presse ce matin. On parle de la crise énergétique, des ténèbres à la lumière. C'est ce qu'on lit dans le quotidien Le Messager. Et Forum Libre qui dit ce qui va être fait pour la fin des délestages. Vous revenez des écarts, on sait que là-bas, il n'y a presque pas d'énergie. Non, mais tout simplement pour dire que moi je pense que c'est de la communication. Et lorsqu'on dit ce qui va être fait pour réduire les délestages, c'est des mots. Et nous qui sommes sur le terrain, et surtout nous sommes du Cameroun profond, je vous rappelle qu'entre Boum-Yébel et Ezeka, nous sommes à 16 jours sans lumière. Et à Ezeka, on vacille entre 2 jours avec lumière, 2 jours sans lumière, parce que le réseau de transport et de distribution est complètement vétuste. On a encore vu 2 enfants qui sont morts il y a 2 jours, parce que la haute tension, le poteau avait lâché, il était soutenu, très mal soutenu, et comme il y a eu un orage, il est tombé sur la route. Un monsieur avec sa famille qui rentrait du champ, Flavien,
ils ont été électrocutés, hein, je vous assure. 2 enfants morts sur le carreau, les 3 autres étaient 5, les 3 autres sont à l'hôpital d'ici des Écarts. Pour vous dire que c'est un schéma de la situation que nous vivons. C'est très très grave, la qualité. Donc quand le ministre de tutelle prend les engagements et annonce cela, on attend que de voir ce qui va se passer. Non, je pense, alors, nous sortons de l'émission déjà. Je pense qu'au-delà des promesses, un certain nombre de projets ont été mis en œuvre, notamment en collaboration avec Eneo. Et le ministre de l'Eau et de l'Énergie a interpellé tous les segments, que ce soit l'Arcel, Eneo et Sonatrel, pour qu'ils puissent faire leur travail. La preuve, le ministre s'est senti obligé, et je dis, ce n'est pas le travail du ministre, il s'est senti obligé de faire le tour de Yaoundé pour contrôler les arbres qui empêchent comment vous appelez ça, les câbles, les lagages. Donc, il a instruit notamment la Sonatrel et Eneo de résoudre ce problème. Tout ça, non, c'est un problème fondamental. Et je dis, mais qui doit le faire? Qui doit le faire? C'est Sonatrel et Eneo. Est-ce que vous trouvez normal que le ministre qui doit coordonner ça puisse descendre sur le terrain afin de bousculer les gens, en train de bousculer les gens pour qu'ils puissent faire leur travail? Oui, donc, le ministre de l'Eau, depuis lundi, est en train de faire ce périple-là, de Yaoundé à Douala et Nkonsamba, pour se rassurer de ce que les populations, de se rassurer de ce que là où il y a problème, il faut que les entreprises concernées puissent trouver la solution immédiate afin que les consommateurs ne puissent plus vivre le martyre. Lecteurs qui vont lire ce que la presse propose de ce matin. Nous sommes mercredi. Demain, ce sera jeudi et ce sera la 4e édition de la semaine de la Revue des Grandes Lunes. Bonne journée à tous.